7h21, merci d'être avec nous. Nous sommes avec le docteur Laurent Toubiana. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur épidémiologiste à l'INSERM et l'un des signataires d'une tribune dans le Parisien intitulée Covid-19, nous ne voulons pas être gouvernés par la peur. Et quand on disait que finalement vous étiez plutôt du côté des gens qui rassurent plutôt que des gens qui sont alarmistes, on ne se trompe pas. Oui, non, on ne se trompe pas. Disons que l'idée première n'est pas de rassurer. L'idée première, c'est essayer de donner aux gens... Un vrai constat. Pas un constat, plus essayer de comprendre ce qui se passe. C'est un peu ça le but, en tout cas mon but, c'est essayer de donner des éléments de compréhension. Donc c'est un peu difficile, effectivement, d'arriver avec un discours qui est tellement décalé avec ce qu'on entend depuis 6 mois, si vous voulez, ou 7 mois maintenant. Ce discours-là est très difficile à faire passer parce que justement, il y a un décalage. Il paraît utopique ? Alors, c'est pas du tout utopique. Non, mais il paraît pour les gens utopique. Ah oui, il paraît. Faut dire que les gens sont soumis quelque part à une forme de peur. Et c'est d'ailleurs la tribune que nous avons signée, la première tribune que nous avons signée, tournait autour de cette question. Et d'ailleurs, le titre était un peu ambigu, si vous voulez. Il y avait gouverné par la peur, c'était les gens qui étaient gouvernés par la peur, et on était aussi gouverné par une forme de peur. C'est-à-dire que tout le monde a peur, et dans cette confusion généralisée, bien finalement, on applique quelque part bêtement le principe de précaution, c'est-à-dire pour moi le contraire de l'intelligence. Vraiment, on applique bêtement, sans réfléchir, un principe. Alors, si on l'applique, c'est aussi peut-être parce qu'il y avait quand même la menace et ce virus a quand même tué, quoi qu'on en dise, quoi. Donc il y avait cette menace et une part d'inconnu. C'est peut-être aussi pour ça que l'on a pris ces décisions et que l'on continue à en prendre aujourd'hui. Alors, je peux concevoir qu'il y ait une part d'inconnu. Il se trouve que moi, j'avais publié un communiqué de presse où je disais exactement ce qui allait se passer. Donc, en tout cas, pour moi, les choses étaient moins inconnues que pour beaucoup. Et ce que j'avais dit, c'est produit exactement de la manière dont je l'ai décrite. Oui, c'est ça, sur notamment la première vague. Et puis là, aujourd'hui... sur la première vague, oui. Et là, aujourd'hui, parce que vous avez dit encore récemment, le virus ne circule pas. C'est un abus de langage, évidemment, parce que le virus circule toujours, mais à faible bruit, ce qu'on appelle, c'est-à-dire... il circule, mais très peu. Et d'ailleurs, il circule beaucoup, mais il est peut-être moins... virulent. Non, virulent, non, pas du tout. Je vais vous expliquer. Oui, parce que là, on voit... 12 000 personnes positives ces dernières 24 heures, alors je ne sais pas... non, mais attendez, ça, vous posez plein de questions en même temps. Bien sûr, je vais essayer de serrer les questions. La première question sur les 12 000, là... je me suis fait plus ou moins attraper par Libération parce que justement j'avais essayé d'expliquer que les chiffres quotidiens ne signifiaient rien puisque d'un jour sur l'autre il y avait telle fluctuation que c'était impossible de réfléchir correctement à ça. Donc en gros, si vous voulez, ces chiffres, d'abord vous avez remarqué que nous sommes sous une sorte d'avalanche de chiffres, d'avalanche d'indicateurs. Si vous voulez, à chaque fois qu'un indicateur ne répond plus finalement à la charge d'anxiété, eh bien on change d'indicateur. Au début, c'était les malades sévères hospitalisés, les morts. Et puis après, on a changé de proche en proche d'indicateur jusqu'à aujourd'hui. Et alors sur ces 12 000, mais je n'ai pas répondu à l'autre question. Sur ces 12 000, Qu'est-ce que vous répondez? Parce que vous dites, le virus ne circule pas beaucoup, c'est ce que vous dites alors finalement. Et chaque jour, il y a 5, 6, 8 000, 10 000 personnes qui sont testées positives. Alors, c'est vrai qu'on teste beaucoup plus, Oui, c'est ça. D'abord, la première chose à faire, c'est de mettre un dénominateur. Et le dénominateur, c'est 1 million de personnes. Mais au-delà de tout ça, ce que je peux vous dire, c'est que au final, sur les plus de 10 millions de personnes que l'on a testées, seulement 4% à l'heure actuelle sont positives. Et sur ces 4%, il y a 95% de gens qui ne sont pas malades. Donc, si vous voulez, il y a 99,7% de gens qui sont
ni positifs, ni malades. Donc, si vous voulez, si tous ces tests servent à quelque chose... Il n'y a pas 99,7% qui sont ni positifs, ni malades. Il y en a un peu plus de positifs quand même, quoi. Non ? Non, positifs, ni positifs, ni malades. Oui. D'accord ? Ils sont positifs, mais non malades. Mais non malades, voilà, c'est ça. Asymptomatiques. Asymptomatiques. C'est-à-dire que je considère qu'une épidémie, et tout le monde devrait considérer ça, une épidémie, c'est lorsqu'il y a des malades sévères et lorsqu'il y a des morts. D'accord ? C'est ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on... Là, il y a quand même des malades. Non, mais il y a des malades et il y a des morts quand même, non ? On a plus d'1 million de morts, en fait, dans le monde, c'est ça ? Mais 1 million de morts dans le monde. Non, mais après... Nous sommes 8 milliards. Alors, 1 million... Alors, écoutez, encore une fois, je n'ai pas envie de me faire attraper par si vous voulez, les pleurades, etc. Non, mais c'est pas ça, mais on a envie de vous entendre et de comprendre, quoi, oui, justement. Mais écoutez, il y a 1%, en gros, d'une population qui meurt tous les ans. C'est-à-dire que, en gros, en France, nous sommes 67 millions. L'année dernière, il y a eu 660 000 morts en tout. Sur ces 660 000 morts, il faut rapporter les 31 000 morts du Covid à ces 660 000 morts. Est-ce que les gens morts du Covid font une surmortalité en France? On pourra en parler, mais on sait d'ores et déjà que ça ne fait pas une surmortalité en France. Pour revenir, pour vous couper, ce matin, on a eu un auditeur au téléphone qui disait qu'effectivement, il y avait 3 personnes qui étaient rentrées à l'hôpital, qui n'étaient pas du tout liées au Covid. Ils ont été testés positifs sur place, mais ça n'a rien à voir avec le Covid. Est-ce que ça veut dire que ces gens-là vont rentrer dans les quotas de gens qui ont des lits à l'hôpital, alors qu'à la base, ils ne sont pas rentrés pour ça? Alors très probablement, mais ça, il faudra le poser à des gens qui sont... pour une fois, vous pourriez poser cette question à un hospitalier, il pourra vous répondre là-dessus. Moi, je suis épidémiologiste et parfois les médecins parlent d'épidémiologie alors qu'il ferait mieux de parler de répondre à ce type de questions-là. Je pense que chacun doit rester dans son domaine de compétences. En l'occurrence, moi, c'est l'épidémiologie. Donc, il est probable qu'il y ait des erreurs de comptage de ce type-là. On sait très bien que les gens qui ont été comptés comme Covid-19 avaient des comorbidités connues. Je veux dire, maintenant, c'est impensif ce que je suis en train de dire. Kenzo, par exemple, qui est mort, le grand couturier ce week-end, visiblement, c'est lié au Covid, quoi. 81 ans, donc... 81 ans, mais il faudrait... là, si vous voulez, nous sommes sur des cas particuliers. Il faudrait savoir de quoi était-il malade. Il n'était pas malade, mais il donc n'était pas du tout malade. Visiblement, il a eu écoutez, ça arrive, mais les facteurs de risque concernant le Covid-19 sont tout à fait autres. En réalité, on sait très bien que, effectivement, d'ailleurs, l'âge est un facteur de risque. 81 ans, effectivement, ça paraît jeune maintenant, mais j'aime autant vous dire qu'il y a à peine... 50 ans, c'était un super vieillard. 30 ans, oui, c'est vrai. Oui. Allez, on va continuer dans un instant avec vous. Le docteur Toubiana est avec nous, chercheur épidémiologiste à l'INSERM. Il se veut plutôt rassurant, entre guillemets, par rapport à la circulation du virus. Que va-t-il se passer? Lui, comment voit-il les choses en fonction justement de son expérience d'épidémiologiste, puisqu'il étudie ça, et notamment sur la grippe depuis des années. On lui pose toutes les questions. On est quasiment ensemble jusqu'à 10h, et vous aussi. Au 0826 300 300. On revient tout de suite. Il est 9h29. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Et Cécile de Ménibus. Il est 9h32. Notre invité ce matin, c'est le docteur Laurent Toubiana, chercheur épidémiologiste à l'INSERM, l'un des signataires de la tribune dans le Parisien intitulée le Covid-19. Nous ne voulons pas être gouvernés par la peur. Et vos appels ce matin, 0826 300 300. Oui, on ira tout à l'heure au standard. Alors, docteur Toubiana, vous dites qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Expliquez-nous pourquoi. Il y a de très nombreuses raisons. Je vais vous en donner une tout de suite pour l'évacuer. C'est que dans toutes les épidémies modernes que l'on connaît, on va prendre le Zika par exemple, H1N1, pas de deuxième vague, MERS, pas de deuxième vague, SARS, pas de deuxième vague. En fait, la notion de deuxième vague est une théorie
qui est possible et qui vient probablement du fait qu'il existe une forme de récurrence dans certaines maladies. Par exemple, la grippe, pour ne prendre qu'elle, il y a une saisonnalité de la grippe. Mais il faut dire que les grippes que l'on voit en général, ce sont des virus différents, c'est-à-dire des virus qui ont changé au cours du temps, et il y a un grand nombre de virus qui circulent pendant une épidémie de grippe. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à un certain moment, il y a une partie de la population qui est touchée par les nouveaux virus. On peut dire ça comme ça. Mais là, le virus du Covid, le SARS-CoV-2, lui, a priori, ne mute pas, n'a pas muté pour l'instant. Il y a des petites mutations, mais... et d'ailleurs, j'aime pas trop parler de la notion de mutation, parce que ça fait référence à des mutants, et les mutants, c'est très anxiogène en général. Donc, il est possible que ça mute légèrement sur les bords, si vous voulez, mais globalement, c'est à peu près le même virus. Bah oui, si, à tout hasard... Oui. Le virus devait muter fortement, nous ne parlerions plus alors de la même épidémie. Ce serait une autre épidémie, avec un autre virus. Oui, mais si on dit en fait qu'il n'y a pas de deuxième vague, quand même, on a eu des morts en France au mois de mars et au mois d'avril, au mois de mai, pendant un petit bout de temps. Ensuite, il y a effet ou pas du confinement, il n'y a pas eu de mort pendant l'été. Là, il y a de nouveau des morts qui reprennent et des gens qui sont un peu plus hospitalisés en réanimation. Comment vous l'expliquez? Comment vous le définissez, ça, en fait, quoi? Écoutez, il faut qu'on réfléchisse un petit peu à comment ça se passe dans une épidémie. Ouais. Je vais vous essayer de vous rappeler quelque chose. Pendant la montée de l'épidémie, la première vague, ça a duré en tout et pour tout 4 semaines. Le niveau de démarrage de cette vague, en termes de mortalité, mais en termes d'hospitalisation, tout ça, était le même que celui que nous avions il y a 3 semaines. D'accord ? En France, nous avions le même niveau il y a 3 semaines qu'au début de la première vague. D'accord ? Lorsque la semaine suivante de la première vague, le nombre global d'incidents, c'est-à-dire mortalité ou hospitalisation, avait été multiplié par 300%. D'accord ? Nous, à l'heure actuelle, entre le même niveau et la semaine suivante, ça a été multiplié par 19%. Ça veut dire que pendant une semaine, il y a eu une augmentation telle que, si on prenait la même augmentation maintenant, il faudrait qu'on soit... Pour arriver au même niveau, il faudrait qu'on soit autour du 15 janvier, si vous voulez. Vous voyez la lenteur avec laquelle on est, la progression est ultra lente, si vous voulez. Et donc, on ne peut pas, a priori, parler de vague épidémique lorsqu'il faut 3 à 4 mois pour atteindre le niveau qu'on avait atteint en une semaine au moment de l'épidémie. Mais Laurent Toubiana, s'il n'y a pas de mesures prises, là, je vous pose la question, moi j'en sais rien, mais s'il n'y a pas de mesures prises, est-ce que ça veut dire que le virus ne va pas davantage circuler et toucher davantage de personnes et on va revenir un peu à ce niveau? Écoutez, les personnes plus fragiles. Il ne vous a pas échappé que, d'abord je rappelle encore une fois, puisque je l'ai dit tout à l'heure, une épidémie, ce sont des gens gravement malades et des gens qui meurent. D'accord ? C'est ça une épidémie. Il existe des épidémies de rhume, si vous voulez, mais on n'en parle pas, je ne sais pas pourquoi. On n'en parle pas parce que finalement, en tout cas, on n'arrête pas l'économie pour ça. Ouais. On meurt du rhume ? Non, on ne meurt pas du rhume. Oui. Donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup, parce que ça ne fait pas grand-chose. Donc occupons-nous de ça. C'est ça l'indicateur principal. Ce truc-là, si vous voulez, a touché à peu près, pendant la période épidémique, environ 100 000 personnes. C'est-à-dire que 100 000 personnes ont été hospitalisées pendant cette période-là. Mais ça ne veut pas dire que tous les autres, tous ceux qui avaient moins de 65 ans, n'ont pas été exposés au virus et n'ont pas fait une forme soit bénigne, soit pas du tout de forme. Et finalement, ces gens qui ont été exposés au virus et qui ont lutté contre le virus forment quelque part une sorte de barrière immunitaire, ce qu'on appelle l'immunité grégaire ou l'immunité collective. L'immunité collective, c'est ça, oui. Et si vous voulez, il y a
une réponse éclatante à ça. C'est que c'est le déconfinement. Lors du déconfinement, on s'attendait tous à avoir une deuxième vague, non ? Mais qui nous a expliqué pourquoi la deuxième vague n'est pas venue ? Des épidémiologistes nous avaient prévu 650 000 morts avec masque et mesures barrières. Mais justement, on n'a rien eu du tout. Et pourtant, les gens se sont mélangés, on peut dire. Il y a eu des manifestations, il y a eu la fête de la musique, il y a eu les vacances, il y a tout eu. On nous a promis la deuxième vague tout le temps, si vous voulez. Tout au long de cette épidémie, on nous promet l'Arlésienne, c'est-à-dire celle qui ne vient jamais. Et pour cause, elle ne vient jamais parce que la notion d'immunité collective, mais on l'a déjà atteint depuis longtemps. Sinon vous on croyez, aurait déjà... c'est ça. Mais bien sûr, évidemment, tous ces gens, tous ces jeunes, en bonne santé, etc., protègent quelque part le reste de la population parce qu'ils ont probablement été en contact avec le virus et ont lutté contre ce virus. Ils se sont habitués à vivre avec mais ça les a pas empêchés de transmettre. C'est-à-dire que c'est pas parce que eux, leur immunité a travaillé. Ça s'est passé pendant la première vague, si vous voulez. Et ça s'est passé pendant la première vague, cette affaire-là. Oui, mais confinement, bonne ou mauvaise solution finalement ? Le confinement, moi, au moment où j'ai appris ça, je me suis dit, mais attendez, ils sont complètement fous. Ça n'existe pas en épidémiologie. On lutte contre la diffusion des épidémies. Le confinement, c'est une innovation, ça, le confinement. Si vous voulez, c'est en Asie, ils le font. En Asie, ils le font un peu et ça marche, visiblement, non ? Où le font-ils ? En Chine, ils l'ont fait. En Chine, ils l'ont fait, mais vous avez remarqué que la Chine, c'est pas tout à fait la même chose que les pays démocratiques. Donc, ils l'ont fait. Et d'ailleurs, je vous signale que certains épidémiologistes avaient déjà prévu en Chine une seconde vague. Est-ce qu'il y a eu une seconde vague en Chine ? Après 50 jours, il y avait déjà des gens qui publiaient dans le Lancet le fait qu'il y aurait probablement une deuxième vague en Chine. Non. Mais à part la Chine, vous avez d'autres exemples de... En Corée, donc. Ils ont fait autre chose. Ils ont fait autre chose. Ils ont fait vraiment autre chose. Beaucoup d'appels, oui. 0826 300 300. Cédric est avec nous, il nous appelle de l'Aude. Bonjour Cédric. Bonjour Cédric. Oui, c'était assis sur son téléphone. Bonjour Cédric. Allez-y, posez votre question parce qu'il y a beaucoup d'appels. Oui. Allez-y Cédric, bonjour. C'est pas Cédric, pardonnez-moi, c'est Chris. Ah oui, Chris, oui. Alors. Oui, voilà. Alors mon sentiment, c'est celui d'un citoyen lambda qui observe les choses et qui écoute les informations avec beaucoup de calme. Depuis quelques semaines, on nous raconte un certain nombre de choses et là aujourd'hui, je peux avoir un avis à défaut d'avoir un jugement. Écoutez, lorsque vous entendez, et je parle par rapport aux scientifiques qui nous donnent des informations, lorsque vous entendez M. Perron qui dit que les tests, il y a un problème avec les tests, on s'interroge. Lorsqu'on entend M. Toubiana dire qu'il y a aussi un problème avec les tests par rapport au nombre de passages, j'ai un problème, je réfléchis. Lorsque j'entends M. Toussaint dire qu'on prend des décisions non en fonction de la réalité, etc., on s'interroge, etc., etc., etc. Aujourd'hui, je pense vraiment qu'il y a un problème avec l'information, avec la démocratie, et qu'on nous raconte des salades. Pardonnez-moi, je ne suis pas conspi, je m'interroge. Je m'interroge. Et aujourd'hui, tous les gens qui sont dans ma situation, nous sommes des citoyens, on s'interroge. Pourquoi le gouvernement ne dit pas qu'on merde sur les chiffres, qu'on fait des conneries ? Pourquoi on ne reprend pas les choses à zéro ? Alors, sur les tests, c'est intéressant. Le docteur Toubiana, qui est spécialiste, va vous répondre, en fait, sur les tests, alors. Que dit Chris ? Eh bien, je suis... D'abord, je ne peux pas me prononcer sur les mesures prises. Nous sommes d'accord. Les mesures, ce sont des mesures sanitaires qui sont prises. Moi, je constate qu'elles sont prises avec des chiffres qui, eux, sont totalement délirants. Et j'en ai déjà parlé. Et ce que nous avons signé, je ne suis pas seul à avoir signé ce papier, nous sommes 300 chercheurs à avoir signé une tribune qui a été censurée d'ailleurs, et qui disait qu'il était urgent de changer de stratégie sanitaire face au Covid-19. Or, on avait fait une autre tribune avant qui disait arrêtons de gérer cette crise par la peur. Eh bien, je constate que les deux tribunes n'ont absolument pas été entendu, puisque... d'une part, répondez. Est-ce que les tests sont fiables ou pas ? Alors, la fiabilité des tests est un peu en doute, mais surtout, si vous voulez, le problème principal, c'est que il ressort de tout ça, et je l'ai dit tout à l'heure, très, très, très peu de cas, si vous voulez. Le pire, alors, sur les tests, c'est que aujourd'hui, on met en place des mesures très fortes.
Mais ce que l'on observe quand on regarde les courbes, c'est que ça baisse. Le nombre de tests baisse, c'est-à-dire que de moins en moins de gens vont voir vont se faire tester, mais en plus les tests positifs baissent eux aussi, et ça partout. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait quand même 12 000. Là, donc, oui, mais 12 000. Écoutez, non, mais je sais bien. Il y en avait 15 000, etc. Au jour le jour, on a déjà dit, on va pas revenir sur cette question. Si vous voulez, nous sommes affublés de chiffres qui complètement sortis de leur contexte, qui ne signifient rien. Moi, j'ai essayé de donner des explications sur la dynamique d'une épidémie, mais je ne peux pas vous commenter chaque chiffre chaque jour, chaque un nouveau indice ou inventé comme ça qui va. Mais ce que je peux vous dire pour Marseille, c'est que le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de gens positifs, de personnes positives sur le nombre de tests, baisse depuis le 13 septembre. Or, des mesures ont été mises bien plus tard. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, il y a Grégory aussi qui est avec nous. Bonjour Grégory. Bonjour Grégory. Bonjour. Difficile de passer après le professeur, mais pour les tests, il faut savoir que la France multiplie par 50 le virus qui est dans les tests, alors que l'OMS indique qu'il faut multiplier seulement par 20. Donc c'est pour ça qu'ils trouvaient à un moment donné beaucoup de cas positifs. Mais le gros problème en France, c'est que les politiques ont menti dès le départ. Et après, sortir d'un mensonge, c'est impossible. Et donc là, ils sont en train de ramer pour essayer de dire, on a menti, mais il faut pas nous le reprocher, on va dire. C'est à peu près ça, je trouve. Là, ils nous ont menti depuis le début. Et là, ils sont en train de ramer pour essayer de ramener, de se faire passer pour des blanches colombes, on va dire. Alors ça, c'est plus une réflexion, Grégory. Comme il nous reste pas beaucoup de temps, on va prendre aussi Yolande, qui est avec nous sur peut-être une question. Bonjour Yolande. Bonjour à tous. Merci pour cette émission. Alors moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit là. C'est vrai qu'on nous met une pression énorme dessus, que les chiffres sont contestables au possible. On ne sait plus à qui se fier. Et on a de merveilleux scientifiques, des chercheurs qui travaillent et qui ne sont pas suffisamment entendus. Moi, je trouve qu'on doit s'adresser là à la source, et la source actuellement, ce sont les scientifiques et les chercheurs. On n'a pas besoin d'intermédiaires, de journalistes, de gens qui dramatisent les choses. On est dans le flou total et on a besoin d'informations justes. Yolande, c'est ce qu'on essaie de faire en donnant la parole justement un peu à tout le monde, Non, mais c'est vraiment ce qu'on a besoin, et merci de donner la parole à ce sujet. Moi, je voulais vous demander, puisque en fait, on n'est pas tous concernés de la même façon par ce virus, et il y a des gens qui sont vulnérables et qui devraient être mieux protégés. Comment les protéger? Parce que si on protégeait les gens vulnérables, en fait, nous, on serait peut-être libérés, les gens moins concernés par le virus, on serait moins concernés par des contraintes, et on pourrait axer justement les gestes médicaux et les protections aux gens à risque. Comment faire donc alors on va essayer de vous répondre avec le docteur Toubiana. Eh bien, vous dites ce que vous avez dit est parfaitement vrai. Approchez-vous du micro. Ce que vous avez dit est parfaitement vrai. Et d'ailleurs, nous l'avons écrit dans notre fameuse deuxième tribune. C'est que au lieu de mettre une sorte de cataplasme sur l'intégralité de la population, effectivement, on ferait bien de s'occuper des personnes à risque, et on connaît les facteurs de risque, on les connaît parfaitement. Donc c'est ces gens-là qu'il faut protéger et laisser, de mon point de vue, libres tous les autres. Ce que l'on peut aussi penser, si vous voulez, c'est que la médecine, depuis des années, essaye de faire ce qu'on appelle une médecine individualisée. Et là, on nous démontre qu'il faut appliquer à tout le monde exactement la pire des mesures. Donc, on est complètement à rebours de tout ce que l'on a pensé, réfléchi, etc. depuis des années. Mais pour ce qui concerne, je vais juste aller un tout petit peu plus loin, c'est qu'effectivement, la personne qui vous a dit tout à l'heure que ils avaient menti et que c'était une réflexion. Il est clair que, effectivement, en étant extrêmement pessimiste et en envoyant des messages très alarmistes, on gagne presque à tous les coups, si vous voulez. On gagne à tous les coups parce que
Si l'événement n'arrive pas, on vous dira que c'est grâce à nous. On a prévenu de quelque chose, on a mis en place des mesures et hop, ça n'arrive pas. Et si l'événement arrive quand même, eh bien ils diront, on vous avait prévenu. Alors que dans la position de quelqu'un qui tente de rassurer un peu les gens, bien que le terme ne me plaise pas beaucoup, eh bien c'est beaucoup plus difficile. On prend beaucoup plus de risques en ayant cette démarche-là, parce que là, nous, on perd beaucoup si ça se passe mal. Mais en réalité, ce que je peux vous dire, c'est que la deuxième vague, très probablement, n'arrivera pas, et c'est pas à cause des mesures, c'est parce que mécaniquement, si vous voulez, dynamiquement, elle n'arrive pas. Et j'ai donné l'explication tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Mais d'une question quand même, parce que c'est vrai qu'il y a de la peur de beaucoup de personnes qui se disent, est-ce que je suis à risque ou pas ? On ne le sait pas encore. Quoi. Si, on le sait. On le sait. Alors, il se trouve que parce justement... que c'était la question de Yolande qui disait oui, mais bien sûr qu'on le sait. Certaines personnes ne savent pas qu'elles sont malades. Ouais. Elles ne savent pas qu'elles sont malades, mais elles peuvent savoir si elles sont à risque ou pas. Et d'ailleurs, nous avions créé alors comment dans ça mon laboratoire, dès le début, nous avons accès à des données hospitalières et avec un peu d'intelligence artificielle, nous avons créé ce qu'on appelle un risk assessment tool, c'est-à-dire un outil d'évaluation du risque des gens. Et il suffit de remplir son profil, un profil pour avoir globalement le risque que l'on a d'aller à l'hôpital, d'aller en réanimation ou de mourir. Et faire une forme grave en tout cas. Faire une forme grave ou même... Il est où cet outil ? Est-ce qu'il a été diffusé ? Il est en ligne depuis 6 mois et sur quel site ? Sur le site de l'IRSAN. IRSAN, c'est bien de le dire. Oui, il s'appelle, alors c'est écrit en gros, ça s'appelle CRAC, c'est Covid Risk Assessment Calculator. Bon. Et donc ce truc-là vous permet d'avoir une idée de votre risque. On l'avait mis en ligne presque pour le fun, parce que ce genre de Risk Assessment Tool est utilisé dans le cancer, est utilisé un peu partout. Donc on s'était dit, tiens, on va faire la même chose avec ça. Et cet outil s'enrichit au fur et à mesure des nouvelles données que nous avons, et nous pouvons très précisément calculer le risque de chaque individu. Et ben voilà, merci. Vous savez quoi ? Je vais y aller. C'est une bonne nouvelle. Merci, docteur Toubiana, chercheur et épidémiologiste à l'INSERM. Vous pourrez réécouter évidemment cette interview en podcast. Nous donnons la parole à tout le monde sur Sud Radio. Et voilà, je sais que certains ne vous la donnent pas, mais nous... on la donne à tout le monde. Oui, absolument. Et Parlons vrai sur Sud Radio. Dans un instant, à un mentaliste. Oui, alors ça va changer un petit peu. Pendant quelques minutes, parce qu'il est en spectacle. Allez, dans un instant. Reste avec nous, 9h51. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger.